Alors bonsoir tout le monde, je vais vous parler de narration numérique parce que cette semaine et la semaine prochaine, il y a un événement très intéressant à Strasbourg qui s'appelle les Raconteurs du numérique qui va nous parler de narration à l'heure numérique, essentiellement par des professionnels et pour tout le monde et également pour les professionnels. C'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant. Pour ma part, qui ne suis pas du tout un professionnel, je vais plutôt vous parler de narration permis par le numérique, mais essentiellement par des particuliers et pour des particuliers. Et on va essayer de voir s'il y a un impact important ou pas. Alors je vais essayer de replacer cette thématique-là dans son contexte historique. Et le contexte historique commence en gros en 2005. Donc je vais essayer d'utiliser ce petit tableau blanc ici pour essayer de donner des indications, des schémas, des courbes, etc. Et je vais essayer alors c'est complètement impromptu et donc pas très préparé et je montrerai plutôt des directions plutôt que des choses très concrètes, mais je sais pas en réalité si ça intéresse beaucoup de monde et si il y a des gens qui souhaitent des détails plus précis sur tel ou tel domaine que je vais montrer, je pourrais toujours vous trouver ensuite des vidéos qui soient plus détaillées. Donc là ça va être peut-être un peu freestyle sur le domaine. 2005, c'est quelque chose d'intéressant pour les usagers. On parle de Web 2, qui est un terme que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui n'a pas du tout été apprécié par les développeurs informatiques, parce qu'en fait ça n'a rien d'une nouvelle version informatique du web. Le Web 2 c'est une version d'usage, et on a un 2 pour deux raisons, parce qu'on peut toujours lire facilement dans le web, et on parle parfois de read-write web. Write, c'est la possibilité donc d'écrire dans le web. Donc en 2005, apparaissent des sites et des fonctionnalités qui permettent aux usagers d'écrire facilement dans le web sans compétences techniques, pas besoin de connaître ce que c'est qu'un FTP, pas besoin non plus de connaître du HTML pour pouvoir écrire des choses. Alors on va voir plusieurs domaines qui vont apparaître. On peut écrire avec quoi? On peut écrire avec du texte. C'est notamment le domaine des blogs qui a perdu en impact depuis 2005, qui était une blogosphère qui était extrêmement vivante à l'époque. Et est apparu aussi en 2005 les médias sociaux, et je vais surtout m'intéresser aux médias sociaux. Donc les médias sociaux, le plus connu, c'est YouTube. Je m'intéresserai à celui-là essentiellement, et j'essaierai de regarder aussi Twitch pour voir ce que racontent les gens avec le numérique aujourd'hui sur ces deux médias sociaux. YouTube c'est de la vidéo et Twitch c'est aussi de la vidéo mais plutôt en direct. Est apparu aussi les réseaux sociaux sur lesquels les gens parlent d'eux-mêmes, se connectent aux autres, etc. Et je vais pas beaucoup parler des réseaux sociaux. Donc YouTube apparaît également en 2005. Alors c'est un site que je pense tout le monde connaît. Donc on peut aller voir ici le site en question, et donc youtube.com. On peut essayer de retrouver les premières vidéos. Alors c'est 20 first video. Il y a une vidéo qui rassemble ces différentes vidéos. Donc on est en 2005, donc il faut se rappeler que les capacités à enregistrer de la vidéo ne sont pas celles qu'on a aujourd'hui. Donc on a des vidéos d'une qualité qui est moyenne, mais surtout on a des choses qui ne correspondent pas à de la narration vraiment très poussée. Donc en gros on voit que des gens en train de faire des bêtises, des gens qui se cassent la figure, etc. Donc le futur de la narration ne semble pas forcément présent sur ces 20 premières vidéos qui sont publiées. Alors il faut savoir que les choses vont évoluer d'un point de vue technologique. En 2007, c'est les premiers smartphones, après avec l'iPhone. Et puis aujourd'hui, on sait que quasiment tout le monde a un smartphone dans sa poche, mais pas forcément de stylo ou de crayon dans sa poche. Donc on va avoir beaucoup de gens qui vont commencer à utiliser à la fois les logiciels qu'ils ont sur leur PC pour faire des enregistrements, mais aussi ce qu'ils ont dans leur poche, à savoir un smartphone qui dispose de la possibilité d'enregistrer en vidéo, enfin l'audio, et puis également d'enregistrer la vidéo de ce qui se passe autour d'eux. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur YouTube? C'est difficile à dire puisque YouTube est utilisé de façon active par plus d'1 milliard d'usagers, et on sait qu'aujourd'hui, si on cherche dans les statistiques, toutes les minutes, il y a plus de 300 heures de nouveaux contenus.
Donc il est absolument impossible pour un chercheur seul de savoir ce qui est vraiment publié, ce que disent les gens en utilisant ce média social. Et c'est bien un média social qui est essentiellement utilisé par les usagers. Alors certes, vous avez de la musique qui est faite par des vrais professionnels, mais les contenus sont surtout faits par les usagers, et les contenus qui sont sous copyright sont enlevés automatiquement par des robots, ce qui pose un certain nombre de problèmes d'ailleurs. Donc le you qu'on voit ici, c'est vous. C'est pas les éditeurs, c'est you en tant qu'individu, en tant qu'usager, et Tube c'est la télé. Donc c'est la capacité finalement qui est donnée à chacun d'utiliser ce média social pour écrire quelque chose avec l'image et avec la vidéo, alors que la fonction d'écriture était disponible depuis Gutenberg chez des éditeurs qui sont des professionnels. En 2005, en tout cas par rapport à l'image, la vidéo ou le son, elle devient très facilement accessible à tout à chacun. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme type de contenu ? Alors comme dit, je peux vous donner que des exemples, ou en tout cas des directions sur des contenus que je connais, sachant que je suis incapable de savoir ce qui est produit chaque minute, les 300 nouvelles heures qui sont produites chaque minute. Alors le type de contenu en tout cas que moi j'utilise et que j'observe sont les suivants. Si on repart sur la notion de blog, blog c'est quoi ? C'est la contraction de log, journal, et de B c'est pour web, donc c'est weblog. On va retrouver cette notion-là dans YouTube pour des contenus qui sont assez personnels, qui sont faits par les gens, et on a la notion de vlog. V c'est pour vidéo, et log c'est journal, mais journal en vidéo, c'est-à-dire qu'on n'écrit plus par du texte, mais on écrit par de la vidéo, son smartphone, etc. Donc là vous en avez beaucoup, j'en suis pas beaucoup des vlogs classiques, à part des vlogs de gens qui sont dans des pays qui correspondent aux cultures qui m'intéressent et aux langues qui m'intéressent. Donc j'essaye de trouver des gens qui ont une vie quotidienne et qui documentent leur vie quotidienne dans la culture cible qui m'intéresse, donc essentiellement pour l'Asie du Nord-Est me concernant. Pour les langues et la culture, vous avez des vlogs qui peuvent être intéressants. Pour ma part, j'aime bien les expats. Voilà, expat. Ce sont des expatriés qui se trouvent dans un autre pays et qui vont simplement documenter la culture et ce qu'ils découvrent autour d'eux. Donc ça, c'est très intéressant pour essayer de confronter des cultures. Donc j'en suis une dizaine. Des vlogs de gens qui sont dans d'autres pays. Ça ressemble un petit peu j'irai dormir chez vous, sauf que cette fois-ci c'est j'irai travailler et vivre chez vous pendant 1-2 ans, et puis en même temps je vais documenter ma vie quotidienne, et le fait que ce soit la vie quotidienne qui est documentée, je trouve ça beaucoup plus authentique et intéressant, puisque c'est pas je vais vous documenter la grande muraille de Chine que tout le monde va voir dans une expérience qui est formatée pour du tourisme. C'est une autre façon de voir les choses, et pour moi c'est presque une sorte de machine à empathie, dans le sens où je peux voir la vie quotidienne de personnes dans d'autres pays et d'autres cultures, et du coup poser des questions et comparer tout ça avec la culture dans laquelle moi je baigne et dans laquelle je vis. Donc ça c'est une possibilité de contenu. La plus grande catégorie de contenu, puis je suis désolé, je risque de tousser un petit peu, la plus grande catégorie de contenu qui m'intéresse cependant, c'est ce qui touche à l'apprentissage par les pairs. Si vous tapez quelque chose comme tutoriel, c'est-à-dire je vais vous expliquer quelque chose, on va taper, alors tout à l'heure on était dans vlog, si je tape vlog, vous voyez qu'il y a un petit chiffre qui est à côté de la recherche, il y a 47 millions de vlogs. C'est-à-dire de publications de gens qui vous parlent de leur vie. 47 millions, quand même. C'est quand même assez important. Dans l'apprentissage, j'utilise beaucoup YouTube pour l'apprentissage. C'est mon usage principal. Donc les gens racontent leur vie, mais racontent aussi ce qu'ils ont appris, ce qu'ils viennent d'apprendre et ce qu'ils ont envie de partager d'un point de vue de la connaissance. Donc ça, c'est important. Si je tape tutoriel, je trouve environ 135 millions de publications vidéo de gens qui vont m'expliquer tout. Ça va du maquillage à d'autres choses qui m'intéressent davantage. Donc je suis beaucoup de tutoriels sur l'électronique, sur la culture maker, des gens qui créent des choses, sur la programmation, puisque je suis développeur, donc c'est pour moi la capacité à m'améliorer dans ce domaine, et en ce moment aussi beaucoup sur la modélisation 3D. Alors si je prends un logiciel qui s'appelle Blender,
si je tape Blender, qui est un logiciel de 3D, je vois qu'effectivement il y a beaucoup de contenu, là, 1 660 000. Je vais essayer de mettre les deux mots-clés ensemble pour être sûr de pas toucher d'autres domaines. Donc là, quand même, ici, 35 000 résultats. Bon, sur un logiciel de 3D. Ça, ce sont des contenus qui sont produits essentiellement par des non-professionnels. Certains vont devenir parfois des professionnels. Et donc qui sont disponibles à tout le monde et que tout le monde peut produire aussi avec des logiciels de screencast. Lorsque je vais essayer de voir l'état d'une communauté ou d'un domaine sur YouTube, donc je peux chercher par ces mots-clés et puis trouver tout plein de contenus que je vais pouvoir utiliser pour apprendre. Mais si je veux pouvoir ressentir le pouls de ce qui est raconté dans un domaine, qu'est-ce que les gens racontent dans un domaine, à ce moment-là, je vais plutôt chercher je vais filtrer et je vais chercher sur la journée. Et si j'ai pas beaucoup de temps dans la journée, je vais chercher sur la semaine pour voir ce qu'il y a de nouveau. Alors je vais chercher maintenant sur ce logiciel Blender 3D, je vais chercher ce que les gens ont fait dans la journée. Donc là je vois que j'ai un Blender 3D French Door Modeling. Ok, je peux apprendre à créer des portes françaises. C'est quand même absolument génial. Donc ça c'est un tutoriel. On va pas aller les voir parce que sinon ça va être très long. Je peux voir que des gens ont créé des tombes romaines et que je vais pouvoir aller voir ça. Je vois qu'il y a des gens qui font des introductions, des sortes de jingles. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me parle d'un bouquin. Ok, je vois qu'il y a quelqu'un qui me fait du speed modeling, c'est-à-dire qui réalise un objet en accéléré, ce qui va me permettre de voir comment il est réalisé. Je vois qu'il y a beaucoup d'introductions finalement et d'outils pour faire des introductions. Je vois qu'il y a d'autres tutoriels, etc. Donc ça me permet de voir ce que font aujourd'hui les gens avec l'outil maintenant. Et ça me permet donc de me tenir au courant. Et je suis personnellement complètement épaté par cette capacité qu'ont les gens à expliquer et à apprendre par les pairs. Blender, c'est un logiciel complexe. Si je le lance, il fait un peu peur parce qu'il y a vraiment il y a des menus qui sont un petit peu partout, c'est très vite complexe, très versatile et extrêmement puissant. Et lorsque j'ai commencé à apprendre ce logiciel, j'ai acheté comme tout le monde un livre qui a été produit par des professionnels. Ça s'appelait la 3D libre avec Blender aux éditions Errol, je crois. Et bien j'ai abandonné, je n'y suis pas arrivé. Mais finalement, j'ai réussi à m'accrocher grâce aux très nombreux tutoriels qui existent en ligne par des gens qui sont de tout âge. Je crois que le tutoriel sur lequel j'ai pu accrocher, c'était fait par un jeune anglais de 14 ans, donc un tout jeune, qui venait d'expliquer ce qu'il venait de comprendre. Et cette capacité d'apprentissage par les pairs, par des gens qui viennent juste de comprendre quelque chose, c'est très différent de quelqu'un qui a compris quelque chose il y a 10 ans et qui va vous l'expliquer avec 10 ans de recul. Il n'y a pas la même accroche, la même passion qui est dans une explication très académique avec beaucoup de recul que celle de quelqu'un qui vient juste de comprendre et qui a envie de vous transmettre cette connaissance-là. Et aujourd'hui, il est clair pour moi, YouTube est très clairement la plus grosse machine d'apprentissage par les pairs qui est disponible sur cette planète, et en tout cas dans les domaines qui sont les miens, à savoir la programmation, la 3D et la création liée au numérique. Clairement, c'est quelque chose qui est inégalé aujourd'hui. Et puis, vous pouvez trouver aussi des communautés de tout type, que je ne suis pas forcément, mais des communautés très bizarres, comme par exemple ASMR. Ces gens-là, ce sont des gens qui enregistrent des bruitages et qui essayent de mesurer leur réaction à des bruitages. Ils s'approprient en fait les médias sociaux et font de la recherche entre eux pour essayer de voir quels sont les stimuli qui produisent chez eux telle ou telle réaction. Donc si vous étiez un chercheur dans ce domaine-là, clairement ce type de plateforme, enfin en tout cas YouTube, vous permettrait d'observer au jour le jour, en utilisant les filtres, ce que les gens expérimentent. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là parce qu'en fait je ne le connais pas, mais j'ai trouvé étonnant et intéressant de voir qu'il y a énormément de communautés qui se développent au travers de ce média social, au travers de la voix et de l'enregistrement vidéo qui est aujourd'hui accessible à tout à chacun. Et puis finalement, parce qu'on est dans la narration, dans le fait de raconter des histoires, je m'intéresse à une communauté qui est celle des jeux vidéo. Et les jeux vidéo,
C'est une communauté qui est intéressante parce qu'elle s'est très très vite attribué les médias sociaux. Puisque les institutions classiques, en tout cas France Télévisions en France, s'intéressent très très peu aux jeux vidéo, les joueurs de jeux vidéo ont commencé à enregistrer ce qui les intéressait et à partager par les pairs, là encore, ce qu'ils faisaient en termes de jeux vidéo, donc sur YouTube. Et je crois qu'aujourd'hui, les chaînes les plus visitées, qui ont le plus de succès, ce sont celles qui sont relatives aux jeux vidéo. Par exemple, une qui est populaire et que je n'aime pas beaucoup, parce que c'est pas trop mon style, c'est ce jeune ici, PewDiePie. Donc PewDiePie, c'est un Suédois, un étudiant suédois qui abandonne ses études parce que ça marche pas très fort, qui vend des hot dogs et puis le soir il se dit qu'est-ce que je vais faire ? Je vais jouer à des jeux vidéo. Donc il joue à des jeux vidéo et il va enregistrer ses parties d'une part, mais il va aussi s'enregistrer en général avec sa webcam en plus du jeu vidéo pour montrer sa réaction et puis pour commenter en fait ce qu'il fait dans le jeu vidéo. Donc cet étudiant en échec universitaire quand même a aujourd'hui 43 millions de followers. Et même une très grande chaîne ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir autant de followers. Et un vrai succès commercial. Donc c'est un amateur qui est devenu professionnel et qui gagne, je crois, plus de 10 millions de dollars de revenus publicitaires sur YouTube par an. Donc c'est clairement un ovni, mais ça montre tout de même la puissance de la plateforme et aussi la capacité d'utiliser le jeu vidéo pour raconter des choses. Et je vais essayer de le montrer un petit peu par la suite. Ensuite, j'aimerais bien vous montrer aussi que ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont très populaires que les individus sur YouTube deviennent populaires. C'est pas du tout le cas. Sur YouTube, on a une distribution, et je vais essayer de la montrer ici par un graphe, qui est le nombre de vues par rapport au contenu. Eh bien, c'est un petit peu comme Amazon. Amazon a une distribution qu'on appelle la longue traîne pour expliquer le modèle économique d'Amazon. Donc Amazon, le gros avantage d'un commerçant en ligne, c'est qu'il peut avoir une étagère infinie en termes de contenu qu'il propose. Et comme pour les étagères classiques à la Fnac ou dans des lieux physiques, si on a en ordonnée ici le nombre de ventes, et en abscisse les contenus, vous allez avoir les contenus les plus populaires, ça va être du genre Harry Potter, etc., un Seigneur des Anneaux et tout ça, qui se vendent beaucoup. Et puis après, très vite, ça va descendre, et puis vous allez avoir beaucoup de contenus qui se vendent très peu, et qu'on appelle la longue traîne. Et si on regarde le volume des ventes, on a effectivement les têtes de gondole ici, qui sont très populaires, qui vendent beaucoup, qui représente un certain volume ici de vente. Et puis on a ici les contenus qui sont beaucoup moins populaires, de moins en moins populaires, mais qui en termes de volume sont quand même tout à fait significatifs. Donc le business model d'Amazon, c'est d'avoir pu répondre à tous les gens qui cherchaient des choses qui étaient à la fois de la tête de gondole, mais aussi des choses qui étaient beaucoup moins populaires. Donc sur YouTube, je suis beaucoup de gens dans mes abonnements. Il y a des gens qui sont très populaires que je suis, qui ont plusieurs millions de followers, mais il y a énormément de gens qui font des toutes petites choses, mais qui correspondent à mes centres d'intérêt. Et même si ils sont pas très populaires, néanmoins, ils sont très significatifs et très importants pour moi. Et comme les coûts de réalisation de ces vidéos sont très faibles, puisqu'il suffit d'avoir un smartphone ou un PC et de pouvoir s'enregistrer avec un micro, ça donne naissance à des gens qui racontent quelque chose dans ce qu'on appelle la longue traîne, qui correspond à une diversité de contenu qui est astronomique, mais qui en termes d'impact volumétrique, on va dire, est tout aussi importante que les têtes de gondole. Et les têtes de gondole, moi ça me va bien, ça nous donne une culture commune. Quand on parle d'Harry Potter, tout le monde sait ce que c'est qu'Harry Potter, et puis on peut avoir des blagues communes et tout. Mais maintenant ici, là on a vraiment la possibilité de développer la diversité culturelle et la diversité d'apprentissage par rapport à cette possibilité donc extrême de contenus qui peuvent être créés. Bien. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu cette différence entre les choses très populaires et les choses pas populaires, tout ça c'est pour dire que
les gens qui créent des contenus, même s'ils ne sont pas populaires, ils sont tout de même très significatifs et très importants. Et je ne peux que remercier les gens qui créent des contenus. Et pour ma part, j'essaye aussi d'en créer des contenus et de le partager, parce que je crois que c'est une fonction essentielle en fait de l'humanité, cette capacité à pouvoir s'appuyer sur les travaux des autres pour pas avoir à réinventer la roue, et puis pouvoir aller plus loin avec ce que d'autres ont découvert ou partagé. Et une plateforme comme YouTube donc permet largement de le faire, en tout cas par des particuliers, et aussi pour des particuliers. Alors le jeu vidéo, il y a tout plein de vidéos sur les jeux vidéo. Je n'ose même pas commencer à en chercher, je ne vais même pas essayer. Alors d'ailleurs celui-là, donc PewDiePie, lui, pardon, il s'est rendu, pardon. Bon, on va prendre un peu de liquide. Il s'est rendu populaire en enregistrant des vidéos de lui en train de jouer à des jeux. Alors il y a tout plein de jeux, et c'est là qu'on va essayer de comprendre ce que le jeu vidéo peut apporter pour la narration. Alors, je vais revenir ici, et puis je vais enlever là ce graphique qui ne sert à rien. Dans les jeux vidéo, il y a beaucoup de catégories de jeux vidéo, et beaucoup de mélanges de catégories de jeux vidéo. Bien. Une catégorie très importante de jeu, en tout cas la plus simple que je peux essayer déjà de vous expliquer, parce qu'il y a une analogie simple dans le monde réel, c'est ce qu'on appelle le PVP. PVP. Ça veut dire joueur, player versus player. Bon. Un type d'activité PVP dans le monde réel, ce serait le football. Le football, c'est quoi? C'est une règle, il faut aller dans le but adverse, mettre le ballon, et vous avez un gameplay. Le gameplay, c'est que vous pouvez prendre vos pieds, et puis vous pouvez courir, et puis vous pouvez shooter dans le ballon, et puis il y a quelques règles à respecter. Et puis vous faites ça, vous avez des grands matchs, vous avez la Coupe du Monde, etc. Et ça va générer des histoires, des défaites, des réussites, des déceptions. Ces histoires vont être générées par les joueurs, pour et avec les joueurs et contre les joueurs, donc joueur contre joueur, et par les règles de jeu. Bien, dans le monde du jeu vidéo, c'est la même chose, il y a des jeux typiquement PVP. Par exemple, si je tape PVP, ici, dans YouTube, je vais trouver 18 600 000 résultats de vidéos qui me parlent de joueurs contre joueurs. Et puis, comme dans le monde réel avec le sport, on va trouver ce qu'on appelle le e-sport, qui sont effectivement des compétitions entre joueurs. Donc si je vais sur un jeu populaire comme League of Legends, ici dans cette image on voit quoi? On voit un stade qui est rempli avec tout plein de gens, comme un stade de foot. Eh bien, c'est la même chose dans les jeux populaires de type joueur contre joueur. On se retrouve avec des ligues, avec des championnats, avec des finales, avec des professionnels qui sont payés, notamment dans les pays d'Asie du Nord-Est, typiquement la Corée du Sud et le Nord, qui disposent d'un certain nombre de joueurs qui sont professionnels, et une reconnaissance en fait de ces joueurs en tant que sportifs officiels, puisqu'ils ont une catégorie officielle dans leur classification des sports. Donc vous pouvez trouver tout plein de vidéos d'e-sport. E-sport, là, si je tape e-sport sur YouTube, je trouve des gens qui font des compétitions, j'en trouve 453 000. Si je vais sur Twitch, qui est plutôt un site qui est dédié au streaming, je vais pouvoir voir en direct des compétitions, et beaucoup de compétitions d'e-sport. Donc par exemple ici, c'est un jeu Counter-Strike, c'est une équipe contre une autre équipe. Donc là, je vois ici la vidéo, là je vois des joueurs. Actuellement, maintenant, il y a 687 309 000 personnes qui sont en train de regarder cette histoire-là, qui est générée par le gameplay, donc les règles du jeu, et par les joueurs. Si je clique ici, je pense qu'il doit y avoir une compétition, parce que là, il y a beaucoup de gens sur voilà, je vois qu'il y a un Major Championship ce soir entre des équipes, et donc des professionnels ou des semi-professionnels qui sont en train de jouer à ce jeu-là. Bon alors, ça c'est une type de génération d'histoire, mais c'est pas celle qui m'intéresse le plus, parce que il n'y a pas quand même beaucoup de surprises entre le fait de réussir ou de pas réussir. Ceci dit, il y a tout plein de séries télévision ou d'histoires qui sont basées autour du sport, mais il n'y a pas que ça, heureusement. Ensuite, dans le jeu vidéo, ce qu'on a souvent reproché aux jeux vidéo, c'est que c'était pas forcément très social, parce que dans le jeu vidéo, on peut jouer contre l'ordinateur.
Donc là, on n'est pas en train de jouer contre d'autres joueurs. Ce type de jeu, on appelle ça souvent le player, donc joueur, contre environnement. Player versus environnement. Et l'environnement est souvent joué par l'ordinateur. Et dans les jeux type PvE, il y a plusieurs catégories de jeux PvE. Il y a des jeux qui sont plutôt des jeux linéaires ou par couloir avec une histoire. Ça pourrait être par exemple Tomb Raider, vous savez, l'héroïne féminine, qui a toute une histoire à réaliser, mais qui va devoir passer par des puzzles, des choses à résoudre, des combats à réaliser, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est linéaire. Eh bien, vous avez tout plein de gens qui sur Internet sur YouTube, vont s'enregistrer en train de jouer à cette histoire qui a déjà été écrite, finalement. Si vous allez, ce que fait PewDiePie, c'est pas mal ça. Il fait beaucoup de vidéos qu'on appelle Let's Play. Jouons à. Et lorsqu'on joue à un jeu qui est linéaire, finalement, on va parcourir. Donc, les Let's Play, il y a quoi ? Il y a 27 800 000 vidéos de gens qui vont enregistrer. Qui vont s'enregistrer en train de jouer à un jeu vidéo qui est plutôt linéaire. Alors tous les let's play sont pas linéaires, mais les jeux vidéo qui sont linéaires correspondent à une histoire, avec un début et une fin, une fois qu'on a terminé. Ceci dit, dans le jeu vidéo, vous maîtrisez un avatar, donc vous maîtrisez en fait un personnage. Donc en fait, vous êtes en train d'incarner un personnage, donc en gros, vous êtes un acteur dans le jeu vidéo. Vous allez pouvoir le bouger, mais vous allez aussi pouvoir parler, enregistrer votre voix, et donc vous allez pouvoir ajouter votre réaction, ajouter vos propres blagues, vos propres réactions, interprétations par rapport à ce monde-là. Et donc finalement, chaque enregistrement, même d'une histoire linéaire dans un jeu, lorsqu'elle est interprétée par un joueur qui est chaque fois différent, finalement on a une histoire qui est certes assez identique, même s'il y a des embranchements non linéaires possibles, qui est assez identique, mais qui est en fait très différente. Si vous avez un Indiana Jones qui est joué par Harrison Ford, George Clooney ou Louis de Funès, ça va pas être la même chose, même si l'histoire est la même. Vous avez des gens qui vont regarder des vidéos enregistrées sur une histoire de jeu vidéo, mais qui vont être interprétées chaque fois par des gens avec une personnalité qui est différente. Bon, ça c'est pas super intéressant non plus pour moi, parce que l'histoire a déjà été écrite, même si on a de la liberté d'interprétation de son propre personnage dans cette histoire-là. Ce qui va plus m'intéresser, en fait, dans les jeux vidéo que j'observe le plus, ce sont les jeux vidéo dits ouverts, on dit aussi en anglais open world, donc des mondes ouverts où on peut aller où on veut pour le coup, et où il n'y a rien de très peu de linéaire. Alors comme il y a peu de linéaire et que ça devient souvent des bacs à sable, c'est souvent des jeux simples joueurs. À ce moment-là, les gens vont pouvoir expérimenter beaucoup de choses et ça va être très différent en fait d'un joueur à l'autre. Donc des jeux qui sont open world, qui sont des jeux ouverts. Il y a par exemple Skyrim, qui est un jeu dans le domaine de l'heroic fantasy avec de la magie. C'est un jeu qui est très populaire, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires il y a quelques années de cela. Et si vous tapez Skyrim, vous avez 6 710 000 publications, donc des gens qui s'enregistrent en train de jouer à ce jeu. Et en fait, ils se baladent, ils vont trouver des choses, ils vont enregistrer leurs réactions et leurs histoires par rapport à ce monde ouvert. Mais il n'y a pas que ça, parce que dans le monde du PC, qui est traditionnellement une plateforme ouverte, de très nombreux développeurs, dont notamment le développeur de Skyrim, mais aussi les développeurs de Valve qui a créé des jeux comme Half-Life, Counter-Strike, Team Fortress, MOBA, Dota 2, etc., ont en plus la particularité d'ouvrir leurs outils de développement et de permettre aux gens de rajouter des contenus dans le monde, dans ces mondes ouverts. Alors là, je vais sur Skyrim sur Steam, et dans Steam, je peux aller voir les gens qui discutent. Vous avez aussi des gens qui vont partager des dessins qu'ils font, des petites histoires qu'ils imaginent par rapport au monde, etc. C'est aussi une forme de narration. Ça ressemble presque d'ailleurs à Malraux, là. Des gens qui mixent le réel et puis le virtuel. Mais vous avez aussi la possibilité dans de nombreux jeux PC ouverts, la capacité à proposer de nouveaux objets. Donc par exemple, ici je vois qu'il y a
une épée, bon, que quelqu'un a dû réaliser, forcément, donc elle est quand même assez jolie cette épée, et que quelqu'un a mis à disposition, et là il y a 65 537 personnes qui peuvent très facilement dire cette épée elle m'intéresse, je vais en plus la rajouter dans ce monde ouvert. Donc ce que j'essaye d'expliquer ici, ce qui n'est pas forcément évident à comprendre, c'est que ces mondes ouverts, c'est comme une scène de théâtre, ou bien dit différemment, c'est comme si on vous donnait les clés de Paramount Studio, Universal Studio. Vous avez accès à tous les studios et à toutes les scènes de théâtre que vous voulez. Et vous avez accès aussi à tous les lieux de stockage avec tous les costumes des acteurs, tous les objets qu'ils ont utilisés, etc. Donc en gros, c'est des endroits qui sont idéaux pour raconter des histoires, puisque non seulement vous avez la possibilité d'aller où vous voulez avec un prix qui est très faible, puisque vous n'avez pas besoin d'acheter un billet d'avion pour aller, je sais pas, dans ces milieux-là enneigés, et puis vous n'avez pas non plus besoin de vous ruiner là pour, par exemple, faire porter à votre acteur cette armure. Vous pouvez simplement aller la sélectionner, aller vous balader dans le monde en question, et puis simplement réaliser une vidéo. Et la vidéo, elle peut être soit spontanée, et puis l'histoire en fait va être générée par votre interaction et votre découverte du monde, soit elle peut être préparée, vous avez vraiment préparé un scénario, et là à ce moment-là, on parle plus de machinima. Les machinima, on va utiliser en fait le jeu vidéo, ainsi que la caméra dans le jeu vidéo. On va peut-être inviter des joueurs, des copains à venir, et puis on va essayer de tourner ensemble dans un monde qui n'est pas réel, qui est le monde fictif. Donc là, si je tape machinima, qui veut dire simplement utiliser le jeu vidéo comme machine pour créer du cinéma, il y a aussi 6 100 000 résultats qui correspondent à cette requête. Ça, c'est un monde ouvert. Un autre type de monde ouvert que vous avez probablement entendu parler, c'est Minecraft. Minecraft est intéressant parce que c'est un monde dans lequel vous pouvez non seulement vous balader, c'est un monde ouvert, mais vous pouvez aussi très facilement construire des choses. Donc vous avez 81 millions de publications, 82 millions de publications qui sont relatives à Minecraft, qui ont ce mot-clé dans leur titre ou leur description. Donc ça fait beaucoup quand même, 82 millions de gens qui racontent des choses par rapport à ce monde ouvert. Alors pourquoi un tel succès ? Parce que Minecraft est un jeu qui est un bac à sable en fait, et qu'il n'est pas non plus typé culturellement. Là vous voyez, Skyrim c'est quelque chose qui est de la haute fantasy, donc c'est essentiellement pour raconter des histoires ou pour expérimenter ou pour faire des choses dans un bac à sable qui est lié à de la fantasy. Vous allez avoir des dragons, des épées, des armures, etc. Dans Minecraft, il n'y a rien en fait. C'est quelque chose, c'est un bac à sable qui est complètement agnostique, il n'y a que des cubes. Et vous allez pouvoir vous construire et donc imaginer les choses que vous voulez qui vont être complètement indépendants en fait d'une culture ou d'une autre. C'est pour ça, à mon sens, qu'aujourd'hui, c'est le jeu, je crois, qui génère le plus d'histoire. Donc, si vous cherchez Minecraft, vous allez chercher dans la dernière heure, et vous voyez que la dernière heure, il y a eu 380 vidéos de gens qui racontent des choses ou qui expérimentent des choses ou qui jouent ou qui racontent des histoires dans Minecraft. Et on trouve très souvent des enfants qui vont imaginer tout plein d'histoires, qui vont se construire des maisons, des châteaux, qui vont ramener leurs copains et puis ils vont imaginer une histoire et puis ils vont la raconter et finalement ils vont la publier en ligne et puis ils vont la partager avec d'autres copains, ils vont la commenter et puis d'autres copains vont commencer à faire une suite à leur histoire, etc. Donc c'est quelque chose c'est un phénomène qui est vraiment important. Donc sur le open world, donc des open world qui sont thématiques, Skyrim. Un autre très connu, c'est GTA 5, que j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas la thématique. Moi, j'aime pas les gangsters et les policiers, donc j'aime pas les jeux de gangsters. Pourtant, je l'ai acheté, mais bon. Et donc, des jeux qui sont complètement agnostiques, c'est Minecraft. Donc, essayez d'aller voir ce que font les enfants dans Minecraft et les grands. Il y a d'autres choses comme Garry's Mod. Alors Garry's Mod, c'est les jeux Valve, c'est la possibilité d'avoir accès à l'ensemble des cartes de jeu et des accessoires pour faire d'autres jeux. Donc là, on a quoi, 2 380 000 résultats. Si je vais sur un chaîne en direct comme Twitch, est-ce que je peux voir des gens qui sont en train de jouer à Garry's Mod ?
Alors, Garry's Mod, ça ressemble un petit peu... Est-ce qu'on va le trouver, Garry's Mod? Je le vois pas, il est là. Ça ressemble un petit peu à du théâtre d'improvisation. C'est des gens qui se définissent des règles en groupe et ensuite ils vont jouer. Donc là, je vais voir, ils se définissent des règles et en général, ça peut être très divers et varié. Et puis ils vont faire du théâtre d'improvisation avec, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de personnes, et ils vont enregistrer ce théâtre d'improvisation. Donc ça, c'est encore une possibilité de génération en fait d'histoire avec vraiment ces scènes de théâtre que sont les jeux vidéo et tous les objets qui sont laissés à les dispositions. Et puis finalement, je vais peut-être finir parce que j'étais très très long et très brouillon et un peu désorganisé, mais j'aimerais faire une mention spéciale sur un jeu auquel j'ai joué, que j'ai terminé, que j'ai beaucoup aimé, et qui s'appelle Two Brothers. Two Brothers, et qui a été fait par quelqu'un qui s'appelle... Enfin, j'ai vu une review, c'est ça qui m'a donné envie de jouer au jeu. Alors dans la review, il n'avait pas fait de spoiler. Moi, je vais vous donner un spoiler parce que je pense pas que vous allez le voir. Je pense pas qu'il y ait encore quelqu'un en train d'écouter ce que je raconte, donc on s'en fiche un petit peu. Et c'est ce jeu-là. Et ce jeu-là, il est très intéressant pour moi parce qu'il montre que la narration dans le jeu vidéo, elle a encore beaucoup d'espace pour se développer et pour faire des choses qui ne sont pas des choses qu'on voit dans les livres et dans le cinéma. Dans ce jeu vidéo, en fait, vous contrôlez deux frères. Là, je sais pas, vous avez deux frères, ils sont là. Vous avez les deux frères ici, et vous allez suivre une histoire. Et pour suivre cette histoire, vous êtes obligé en fait de contrôler les deux frères en même temps. Il faut utiliser une manette de jeu pour ça. Même si vous êtes sur PC, c'est ce qui est recommandé. Il y a un pouce qui va contrôler un des frères et l'autre pouce qui va contrôler l'autre frère. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans toute la trame narrative, le jeu est linéaire. Dans toute la trame narrative, il va falloir utiliser la complicité des frères pour résoudre les puzzles, pour passer les obstacles, etc. Et au cours du temps qui va défiler, va s'établir en fait une intimité entre les deux mains qui vont contrôler par le contrôleur les deux joueurs. Et il va arriver un événement tragique, notamment, là c'est gros spoiler, donc si vous voulez vraiment jouer à ce jeu-là, il faut passer, sinon je vais quand même l'expliquer. Un événement tragique où vers la fin de la narration, un des frères meurt. Et subitement, vous allez ressentir la mort du frère de façon kinesthésique, puisque vos deux mains ont appris durant tout le jeu à fonctionner ensemble, et lorsque le frère meurt, la deuxième main fonctionne constamment parce qu'elle a toujours fonctionné avec l'autre main, et à chaque fois, à chaque seconde, elle renforce la perte du frère. Et c'est une sensation qui est nouvelle et étonnante. Le joueur de jeux vidéo qui s'appelle Total Biscuit, c'est un anglais qui est très bien, il analyse les jeux vidéo. Il dit qu'il a pleuré dans le jeu pour la première fois dans un jeu vidéo depuis qu'il joue à des jeux depuis qu'il est enfant. Parce que l'effet est tellement nouveau et traumatisant de ressentir d'un point de vue de l'handicap physique la perte d'un être qui s'est développé lors de la trame, lors de la narration. Et ce type d'exemple montre qu'il y a encore tout plein de choses qui restent à développer par l'intermédiaire des jeux vidéo, qui, à mon sens, offrent énormément de théâtre et d'objets et d'outils pour pouvoir écrire ses propres histoires. Et si aujourd'hui on voit que chaque minute il y a 300 heures de nouveaux contenus qui sont produits essentiellement par des usagers, c'est pas pour rien, et je pense que le jeu vidéo, en termes de bac à sable pour réaliser ses propres histoires et avoir accès à un nombre infini de théâtres et d'objets pour imaginer des choses, démocratise réellement la capacité qu'ont des jeunes de pouvoir accéder à n'importe quel lieu, à n'importe quel objet pour imaginer et pour publier des histoires, même si ce ne sont pas des histoires qui vont devenir des têtes de gondole. Néanmoins, il y a réellement un acte créatif
un acte d'auteur qui en est à l'origine, et c'est peut-être quelque chose sur lequel il faudrait se réjouir aussi. Voilà, désolé pour le très long enregistrement, et si vous êtes encore là, vous êtes vraiment courageux. Et bonne soirée.